Il y a des gens qui, dès qu'ils entrent dans un groupe, disparaissent. Pas physiquement, mais émotionnellement. Leur voix devient plus faible, leur présence s'estompe, leur corps est là, mais c'est comme s'il n'existait plus. Ils se mettent en retrait, s'assoient à l'écart, parlent moins, sourient poliment. Et personne ne remarque qu'ils sont en train de s'effacer. Parce que c'est exactement ce qu'ils ont appris à faire. Disparaître quand il y a trop de regards, s'éteindre quand il y a trop de présence autour d'eux. Et cette capacité à s'effacer, elle vient de loin. Elle vient d'un trauma que peu de gens comprennent. Le trauma du regard collectif. Si vous vous êtes déjà senti invisible dans un groupe, même entouré de gens, vous savez ce dont je parle. Cette sensation étrange d'être là sans vraiment y être. De regarder les autres interagir, rire, exister ensemble pendant que vous vous effacez lentement. Comme si votre présence prenait trop de place. Comme si exister pleinement dans un groupe était une menace. Ce n'est pas de la timidité ordinaire. Ce n'est pas juste de l'introversion. C'est quelque chose de plus profond. C'est un mécanisme de protection qui s'est construit face à quelque chose de spécifique. Un trauma lié au regard des autres, au regard collectif, à cette sensation d'être observé, jugé, évalué par plusieurs personnes à la fois. Et pour comprendre pourquoi certaines personnes s'effacent dans les groupes, il faut comprendre ce qui s'est passé dans leur passé. Le moment où elles ont appris que les groupes n'étaient pas sûrs, que les regards multiples étaient dangereux, que disparaître était la seule façon de survivre. Le trauma du regard collectif naît souvent dans l'enfance, dans un moment précis où l'enfant s'est senti exposé, jugé, humilié devant plusieurs personnes, devant un groupe, et ce moment a gravé en lui quelque chose de fondamental, que les groupes sont des espaces dangereux, que les regards multiples sont menaçants. Peut-être que c'était à l'école, un moment où il a dû parler devant la classe et tout le monde a ri, pas méchamment peut-être, mais l'enfant a ressenti cette vague de regards comme une attaque, comme si tous ses yeux étaient des projecteurs braqués sur lui, révélant ses défauts, ses erreurs, sa honte, ou peut-être que c'était à table familiale. Une grande tablée avec toute la famille et l'enfant dit quelque chose d'innocent. Mais tout le monde se tait, ou rit, ou le corrige publiquement. Et dans cet instant, il sent tous les regards peser sur lui. Cette sensation d'être le centre d'une attention négative, d'être exposé sans protection. Peut-être que c'était un moment où il a été grondé, humilié ou moqué devant ses frères et sœurs, ses cousins, ses camarades. Et ce qui fait mal, ce n'est pas juste la critique, c'est qu'elle arrive devant témoins, devant un public. Cette sensation que tout le monde voit sa honte, sa vulnérabilité, son insuffisance. En psychologie, on appelle ça le trauma d'exposition sociale. Un moment où l'enfant a été vu dans sa vulnérabilité par plusieurs personnes à la fois et où cette exposition a créé une blessure profonde. Une blessure qui lui apprend que les groupes sont des espaces où on peut être blessé, où les regards peuvent faire mal. Et à partir de ce moment, quelque chose change en lui. Il commence à surveiller sa présence dans les groupes, à se faire plus petit, plus discret, à éviter d'attirer l'attention, parce que dans son système nerveux, l'attention du groupe est devenue synonyme de danger. Les regards multiples déclenchent une alarme, un signal qui dit danger, tu es exposé, protège-toi. Et la façon dont il se protège, c'est en s'effaçant, en devenant invisible, en réduisant sa présence au minimum. Parce que si personne ne le voit, personne ne peut le blesser. Si personne ne fait attention à lui, il est en sécurité. Ce mécanisme s'ancre profondément. Il devient automatique. Ce n'est plus un choix conscient, c'est une réaction viscérale. Dès qu'il entre dans un groupe, son corps se met en mode survie. Et s'effacer devient sa stratégie par défaut. Une personne qui porte ce trauma du regard collectif développe des comportements très spécifiques dans les groupes. Des patterns qui se répètent encore et encore dans toutes les situations sociales. Elle entre dans une pièce et cherche immédiatement où se mettre. Pas au centre, jamais au centre, à l'écart, sur le côté, près d'une sortie, quelque part où elle peut observer sans être vue, quelque part où elle peut exister discrètement. Dans les conversations de groupe, elle parle peu. Non pas parce qu'elle n'a rien à dire, mais parce que parler signifie attirer l'attention. Et attirer l'attention signifie s'exposer. Alors elle écoute, elle sourit, elle hoche la tête, elle valide les autres, mais elle ne prend pas l'espace, elle ne s'impose pas. Quand elle parle, c'est souvent à voix basse, comme si elle testait l'eau, comme si elle vérifiait que c'est sûr de prendre un peu de place.
Et si quelqu'un la coupe, si quelqu'un parle plus fort, elle se retire immédiatement. Elle laisse l'espace, sans résister, sans insister, parce que pour elle, insister serait trop risqué. Ce serait forcer les regards à se tourner vers elle. Elle évite le contact visuel dans les groupes, pas avec tout le monde, mais dans les moments où plusieurs personnes pourraient la regarder en même temps. Parce que ces moments-là la ramènent à cette sensation d'être exposée, d'être vue par trop de monde à la fois. Alors elle baisse les yeux, elle regarde ailleurs. Elle se retire du champ de vision collectif. Elle a aussi cette tendance à disparaître physiquement, à aller aux toilettes souvent, à sortir prendre l'air, à s'isoler quelques minutes pour respirer, parce que la présence dans un groupe est épuisante pour elle. C'est une hypervigilance constante, une surveillance de chaque regard, une anticipation de chaque moment où elle pourrait être exposée. Psychologiquement, ce qu'elle vit s'appelle l'hypervigilance sociale. Son système nerveux est en alerte constante dans les groupes. Il scanne l'environnement, surveille les regards, anticipe les jugements. C'est comme si son cerveau était équipé d'un radar qui détecte le moindre signe de danger social. Et ce radar ne s'éteint jamais. Les chercheurs parlent aussi d'anxiété d'évaluation sociale. La peur intense d'être jugé négativement par plusieurs personnes. Ce n'est pas juste de la timidité, c'est une peur viscérale. Une peur qui active la même réponse de stress que si elle était face à une menace physique. Son corps réagit comme si les regards étaient des dangers réels. Et cette peur, elle ne vient pas de nulle part. Elle vient de ce trauma ancien, de ce moment où le regard collectif a été une source de douleur. Et son cerveau a gardé cette information. Il l'a archivée comme vérité fondamentale. Les groupes sont dangereux. Les regards peuvent blesser. L'effacement est la seule protection. Mais voici quelque chose de paradoxal. En s'effaçant pour éviter d'être vue, la personne crée exactement ce qu'elle redoute. Elle devient invisible. Et cette invisibilité, même si elle la protège, la fait souffrir. Parce qu'au fond, elle ne veut pas être invisible. Elle veut être vue. Elle veut exister. Elle veut participer. Mais elle a tellement peur du regard collectif qu'elle préfère disparaître plutôt que de risquer l'exposition. Elle préfère la solitude dans la foule plutôt que la vulnérabilité de la présence. Et ce qu'elle ne réalise pas toujours, c'est que son effacement est une forme de protection qui est devenue une prison. Au début, c'était une stratégie intelligente, un moyen de survivre dans un environnement où le regard collectif était hostile. Mais aujourd'hui, elle continue de s'effacer même dans des groupes qui ne sont pas dangereux, même avec des gens qui ne la jugent pas, même dans des espaces qui sont très sûrs. Parce que son système nerveux ne fait pas la différence. Pour lui, tous les groupes sont potentiellement dangereux. Tous les regards multiples sont potentiellement menaçants. Alors, il maintient la protection. Il maintient l'effacement, par précaution. Et cette protection a un coût énorme. Elle l'empêche de créer de vraies connexions. Elle l'empêche de partager ses idées. Elle l'empêche d'être vue pour qui elle est vraiment. Elle vit une vie en sourdine. Une vie où elle existe à moitié. Où elle se retient constamment, où elle surveille chacune de ses paroles, chacun de ses gestes, pour ne pas trop prendre de place. Il y a aussi quelque chose de profondément triste dans cette dynamique. Les personnes qui s'effacent dans les groupes sont souvent des personnes incroyablement empathiques, sensibles, profondes. Elles ont tellement à offrir. Mais leur peur du regard les empêche de briller. Leur trauma les garde dans l'ombre. Et pendant ce temps, elles observent les autres. Ceux qui parlent fort, qui rient facilement, qui prennent leur place sans hésitation, et elles se demandent comment ils font, comment ils peuvent être aussi à l'aise, comment ils peuvent supporter tous ces regards sans se sentir menacés. Ce qu'elles ne comprennent pas, c'est que ces personnes n'ont pas vécu ce qu'elles ont vécu. Elles n'ont pas ce trauma du regard collectif. Leur système nerveux ne s'emballe pas face aux groupes. Pour elles, les groupes sont des espaces neutres, parfois agréables, pas des zones de danger. S'effacer dans les groupes, année après année, laisse des traces profondes. Ça ne reste pas juste un inconfort social, ça devient une façon d'être au monde, une identité presque. La personne commence à se définir par son effacement. Elle se voit comme quelqu'un de discret, d'invisible, de secondaire. Elle intègre cette position de retrait comme faisant partie d'elle-même. Et elle ne se demande plus si c'est un choix ou une contrainte. Elle pense juste que c'est qui elle est. Cette identité d'effacement crée une prophétie auto-réalisatrice. Parce qu'en se voyant comme invisible, elle se comporte d'une manière qui la rend invisible. Et en devenant invisible, elle renforce sa croyance qu'elle est quelqu'un qu'on ne voit pas,
qu'elle est quelqu'un qui ne compte pas vraiment. Et cette croyance, elle infiltre tous les aspects de sa vie, pas juste dans les groupes sociaux, mais aussi au travail, où elle n'ose pas proposer ses idées en réunion, dans sa famille, où elle reste en retrait des discussions importantes, dans ses relations, où elle a du mal à exprimer ses besoins parce qu'elle a l'impression qu'ils ne méritent pas d'être entendus. Elle développe aussi une forme de solitude chronique, pas la solitude d'être seule physiquement, mais la solitude d'être seule au milieu des autres, d'être entourée de gens et de se sentir totalement invisible, de regarder la vie sociale se dérouler autour d'elle sans vraiment y participer, comme une spectatrice de sa propre vie. En psychologie, on parle de déconnexion sociale, quand une personne est physiquement présente dans des interactions sociales, mais émotionnellement absente. Elle est là, mais elle n'est pas vraiment connectée. Elle observe, mais elle ne participe pas pleinement. Et cette déconnexion, même si elle protège, crée un vide immense. Il y a aussi l'impact sur l'estime de soi. Parce que quand vous passez votre vie à vous effacer, vous commencez à croire que vous n'avez pas de valeur, que ce que vous avez à dire ne compte pas, que votre présence n'apporte rien. Et cette croyance s'ancre si profondément qu'elle devient votre vérité intérieure. Mais ce qui est tragique, c'est que cette vérité est fausse. Elle est basée sur un trauma ancien, sur un moment où le regard collectif a été blessant. Mais ce moment ne définit pas qui vous êtes. Il ne définit pas votre valeur. Il ne dit rien sur votre importance. Alors comment guérit-on de ce trauma du regard collectif? Comment réapprend-on à exister dans les groupes sans s'effacer? La première étape, et c'est la plus importante, c'est de comprendre d'où vient cette peur, de remonter à ce moment où le regard collectif est devenu dangereux, de revisiter cette blessure, non pas pour y rester, mais pour la comprendre, pour voir qu'elle appartient au passé, que ce n'est pas une vérité universelle, que tous les groupes ne sont pas comme celui qui vous a blessé. En thérapie, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle la désensibilisation. C'est le processus où on réapprend progressivement à tolérer le regard collectif, pas brutalement, mais par petites étapes, en commençant par des groupes petits et sûrs, des espaces où on peut pratiquer la présence sans risque majeur. Il faut aussi apprendre à distinguer le passé du présent, à reconnaître quand votre système nerveux réagit à un danger qui n'existe plus, quand il confonde le groupe actuel avec le groupe du trauma, et à le rassurer, à lui dire « tu es en sécurité ». Ces gens ne sont pas ceux qui t'ont blessé, ce moment n'est pas ce moment-là. Une technique puissante, c'est de commencer par des micro-actes de présence, des petites choses qui vous font exister un peu plus dans les groupes. Dire une phrase au lieu de rester silencieux, lever les yeux au lieu de les baisser, rester 5 minutes de plus avant de partir, partager une opinion, même petite. Ces micro-actes peuvent sembler insignifiants, mais pour quelqu'un qui s'efface depuis des années, ils sont énormes. Ils sont des actes de courage, des moments où vous défiez votre peur, où vous choisissez la présence plutôt que l'effacement. Et chaque fois que vous le faites, vous envoyez un signal à votre cerveau. Un signal qui dit « je peux survivre à cette exposition ». Le regard collectif n'est pas mortel. Il faut aussi travailler sur la compassion envers soi, parce que s'effacer dans les groupes n'est pas un défaut de caractère. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est une réponse intelligente à un trauma. C'était la meilleure stratégie que vous aviez à l'époque, et elle vous a protégé. Mais aujourd'hui, vous pouvez choisir autre chose. Vous pouvez choisir de réapprendre à prendre votre place, de réapprendre que votre voix mérite d'être entendue, que votre présence a de la valeur, que vous n'avez pas besoin de disparaître pour être accepté. En thérapie cognitive, on travaille aussi sur les croyances limitantes. Ces pensées automatiques qui disent « personne ne veut m'entendre », je vais dire quelque chose de stupide. Tout le monde me juge. Ces pensées sont des échos du trauma. Elles ne sont pas des vérités. Et on peut apprendre à les questionner, à les remplacer par des pensées plus réalistes et bienveillantes. Une autre dimension importante, c'est de trouver des groupes sûrs, des espaces où le regard collectif n'est pas hostile, où les gens vous voient avec bienveillance, où vous pouvez pratiquer la présence sans craindre le jugement. Ces groupes existent et ils sont essentiels pour la guérison, parce qu'ils vous montrent que tous les groupes ne sont pas dangereux, que le regard collectif peut être nourrissant, pas seulement menaçant. Et petit à petit, avec du temps, de la patience et souvent de l'aide professionnelle, vous pouvez désapprendre l'effacement. Vous pouvez réapprendre à exister pleinement, à prendre votre place, à laisser les regards se poser sur vous sans vous effondrer, à comprendre que vous avez le droit d'être vu,
s'effacer dans les groupes, c'est porter un trauma invisible, un trauma que peu de gens comprennent, parce qu'il n'a pas de cicatrice visible, pas de blessure qu'on peut montrer, juste cette sensation d'être trop exposé quand il y a trop de regards, cette peur viscérale d'être vu par plusieurs personnes à la fois. Mais si vous vous reconnaissez dans ces mots, si vous avez passé votre vie à disparaître dans les groupes, sachez ceci, ce n'est pas qui vous êtes, c'est ce que vous avez appris à faire. C'est une protection que vous avez construite face à un danger qui existait. Mais ce danger n'est plus là aujourd'hui, ou du moins, il n'est pas partout. Vous avez le droit de prendre votre place, de parler, d'exister pleinement, d'être vu sans disparaître. Votre présence a de la valeur. Votre voix mérite d'être entendue. Vous n'êtes pas trop. Vous n'êtes pas de trop. Le trauma du regard collectif peut guérir. Il ne disparaît pas d'un coup. Il se dissout lentement, expérience après expérience, moment après moment où vous choisissez de rester plutôt que de vous effacer, où vous choisissez la présence plutôt que l'invisibilité. Alors si aujourd'hui vous vous effacez, commencez petit, restez 5 minutes de plus, dites une phrase de plus, levez les yeux un peu plus longtemps. Ce sont des actes de courage, des actes de guérison, des moments où vous reprenez ce qui vous a été volé, le droit d'exister pleinement, même sous le regard des autres. Parce que vous n'êtes pas fait pour l'ombre. Vous êtes fait pour être vu. Et le monde a besoin de ce que vous avez à offrir. De votre voix, de votre présence, de vous, pleinement. Alors ne disparaissez plus. Restez. Même quand c'est difficile, même quand ça fait peur, restez. Parce que vous méritez d'être là. Vous avez toujours mérité d'être là. Si cette vidéo résonne en vous, si vous vous êtes reconnu dans ce trauma du regard collectif, partagez-la. Peut-être qu'elle aidera quelqu'un d'autre à comprendre pourquoi il disparaît dans les groupes, à comprendre que ce n'est pas un défaut, mais une blessure qui peut guérir. Et si vous voulez continuer à explorer ces dynamiques psychologiques profondes, abonnez-vous. Parce qu'ici, on ne fait pas que parler de psychologie. On plonge dans les blessures invisibles qui nous façonnent, et on cherche les chemins de guérison. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et n'oubliez jamais, vous avez le droit d'exister pleinement, même sous le regard des autres.